Je le mets sur le terrain. C'est la solution. C'est bien qu'il prépare. C'est le bruit. Vous êtes prochaine fois, vous l'avez fait. Du coup, quand on l'a mis. Tu t'occupes du petit pitch sur la Scissor Group, c'est pas forcément plus légitime pour le faire. On leur donne des choses et puis bosser avec eux, quoi. Ça permet de faire un processus. Et si tu veux, j'ai la page du meet-up même. Super. Ici, comme ça. Super. Ouais. On enlever la truc des cookies là. Voilà. Nico, tu dis quand c'est C'est bon, c'est super. Tu diras que. Ah ouais, j'ai. Ouais, très bien. Eh bien, bienvenue à tous pour ce meet-up tech numéro 5 du Microsoft User Group. C'est bien, je vois qu'il y a quelques nouvelles têtes, il y a quelques habitués, mais quelques nouvelles têtes, ça fait toujours plaisir. On est presque à 200 membres, 199 quand même. Champagne. Donc voilà, rapide introduction pour ceux qui ne connaissent pas les closers, parce qu'il y en a qui sont déjà venus anciennement, on faisait les meet-up du Mugren dans la salle d'idéation. Maintenant, on a la chance de pouvoir les faire dans l'auditorium qui est flambant neuf, donc qu'on inaugure petit à petit. Donc voilà, les closers, c'est un nouveau lieu d'innovation par le numérique et le design à Rennes. Donc on est ravis de pouvoir vous accueillir dans ce lieu et je vais passer la parole à Michel qui va commencer avec la première partie de ce nouveau meet-up. Voilà. Merci Gladys. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Donc moi je vais vous présenter le premier sujet qui a un nom de code assez bizarre qui s'appelle Oxyrène, qui traite des places de marché et de l'empreinte carbone. Alors très rapidement pour me présenter, moi je m'appelle Michel Karadec, je suis responsable technique chez un éditeur de logiciels de gestion français qui s'appelle Cegid, qui a d'ailleurs une antenne sur Rennes. Je suis aussi membre de l'association Brest Data Club, qui est un regroupement de passionnés de la donnée sur la région Bretagne. Et à mes heures perdues, je suis aussi contributeur sur le site DataBZH qui fait la promotion de notre chère région bretonne au travers de ces données. Donc, question d'open data. Il en sera aussi un petit peu question dans cette présentation. Mais sans plus attendre donc, la présentation, donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit au niveau de ce projet. Et puis progressivement, on avancera vers un peu plus de détails pour aboutir sur plus de techniques. On n'ira pas jusqu'au niveau code, parce qu'il n'y aurait pas assez de temps pour le faire, mais en tout cas, on tâchera d'évoquer tous les moyens technologiques qui ont été mis en œuvre pour ce projet. Voilà, mais tout d'abord, de quoi s'agit-il ? En fait, moi je suis parti d'un constat que je pense tout le monde a fait ici, qui tourne autour des problématiques écologiques. Il ne se passe pas un jour sans que dans les journaux on parle de pollution, de perturbateurs endocriniens, de problèmes de qualité de l'alimentation. C'est des choses qui nous concernent tous, bon, bien sûr il y a des politiques au niveau global, mais tout un chacun aussi essaie à son modeste niveau d'adresser la problématique. Ça se fait notamment assez souvent via l'achat de proximité, pour favoriser en fait l'économie locale. Alors, il existe pour ça déjà aujourd'hui des différentes structures, déjà des associations comme les AMAP, qui sont des regroupements, qui sont en fait un regroupement pour favoriser et faire la promotion de l'agriculture biologique, ce qui permet d'aller acheter directement chez le producteur sa viande ou ses légumes. Donc on parle vraiment ici de favoriser un type d'agriculture avec une proximité. Il y a aussi des structures commerciales comme la ruche qui dit oui. Je pense que tout le monde doit plus ou moins le connaître, où en fait vous allez sur un site, vous sélectionnez un choix d'articles dont on vous garantit qu'ils sont éthiquement produits et produits localement, et puis ensuite vous allez dans un lieu de collecte, c'est généralement un bistrot d'ailleurs, donc ça peut être assez sympa, et puis vous allez chercher votre panier une fois ou deux fois par semaine.
toute cette démarche, en fait, elle a notamment un objectif et une conséquence, c'est qu'elle entraîne une réduction de l'empreinte carbone. Parce qu'en fait, on va se retrouver à aller consommer local, et donc on va éviter de passer par Rungis, par exemple, pour aller acheter sa nourriture. C'est un peu le problème que l'on a aujourd'hui, même si c'est produit localement, si on passe par un supermarché, ben, ça passe par la région parisienne avant de revenir chez nous. Donc c'est pas très optimisé. Ce dispositif, hein, il est mis en place et ses usages sont effectifs depuis déjà pas mal d'années. Ça fonctionne très bien pour tout ce qui est alimentaire, justement. Parce que c'est ce qui nous concerne généralement en premier lieu. On doit quand même manger généralement tous les jours, même plusieurs fois par jour. Par contre, dès lors qu'il s'agit de produits culturels, comme par exemple des livres, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. D'autant plus que les libraires tendent de plus en plus à disparaître. C'est une profession qui a vraiment du mal. Et c'est vrai que par rapport à ces produits culturels, il est difficile de lutter contre les usages actuels, qui est l'utilisation de sites de vente en ligne pour faire ses achats. Je vais acheter un livre ou un CD, très facile, hein, je vais sur un site de vente en ligne, c'est très simple, il y a une interface utilisateur qui est très sympa, qui est très épurée, que je peux utiliser soit sur un portable, soit sur une tablette ou sur un smartphone. Quelques clics et mon achat est effectué. En plus, je dispose d'outils ultra puissants, de la recherche et de la recommandation. Si vous avez aimé cet article, il y a de fortes chances que vous allez aussi aimer celui-là. Et vous bénéficiez aussi de la recommandation des autres utilisateurs. Donc il est vraiment très compliqué de lutter contre ces acteurs. Parce que voilà, encore une fois, c'est super simple à utiliser. Le problème, c'est que derrière tous ces usages, il y a toute une économie de la logistique qui s'est développée. On le voit d'ailleurs pour ceux qui prennent la route tous les jours, hein, il y a énormément de camions de livraison, ce n'est pas d'ailleurs sans créer des problèmes de trafic urbain. Du coup, toutes ces livraisons en fait, vont entraîner l'allocation de beaucoup de fret, de beaucoup de camions, et donc du coup la génération d'énormément de pollution. C'est ce que l'on traduit généralement par le bilan carbone dans le cadre d'un achat ou de toute autre consommation. Ça c'est un premier point. Toujours par rapport au site de vente en ligne, il y a une chose dont on n'est pas forcément conscient, c'est que effectivement lorsque l'on va acheter un article pour lequel il y a une forte demande, prenons le dernier roman à la mode, le dernier prix Goncourt. À l'époque, on prenait l'exemple du dernier Harry Potter. Ces produits étaient effectivement fournis et livrés par le site de vente en ligne. Parce qu'il y avait un réel intérêt, il y avait vraiment une réelle capacité à faire de la marge sur de la masse. Le site de vente en ligne achète énormément de ces ouvrages, les stocke dans ses entrepôts, et donc du coup l'ouvrage est livré depuis son entrepôt. À ce niveau-là, on peut avoir aucun impact par rapport au parcours de livraison. Par contre, en ce qui concerne tous les autres articles, ceux pour lesquels il y a beaucoup moins de demandes, ceux-ci sont revendus par des revendeurs dans le cadre de ce qu'on appelle une place de marché. Donc ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la longue traîne. C'est ce qui a d'ailleurs fait le succès à la base d'Amazon, qui a vraiment remporté un grand succès, une forte adhésion par sa capacité en fait à permettre à tout un chacun de commander virtuellement n'importe quoi. Il n'y a pas de magie derrière, c'est qu'en fait Amazon établit de nombreux partenariats avec des revendeurs, et en fait ce sont ces revendeurs qui vont vous livrer ces articles-là. C'est matérialisé mis en évidence par le graphique sur l'écran. Voilà, je me rends compte qu'il y a peut-être, c'est pas forcément évident de distinguer le vert et le jaune, mais vous voyez l'idée, hein, sur les articles, il y a peu d'articles avec une forte demande, par contre, il y a énormément de personnes qui vont les commander, et cette partie verte qui se trouve sur la gauche va être livrée par les sites de vente en ligne. Par contre, pour tout le reste, cette longue traîne, en fait, ça va être adressé par des revendeurs. Et à ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, si je me mets dans la peau d'un utilisateur qui se veut responsable tout en gardant ses petites habitudes de commande depuis son lit ou son canapé, comment je vais procéder ? Je vais déjà aller afficher la page produit qui m'intéresse. Puis après, dans cette page produit, je vais avoir accès à une liste de revendeurs. Donc, je vais en sélectionner un. Et puis, à partir de ce revendeur, je vais disposer de quelques informations. Il va falloir que je retrouve des informations supplémentaires afin de pouvoir localiser ce revendeur et ensuite de calculer la distance
entre ce revendeur et le lieu de livraison, à savoir chez moi. Donc, on se rend compte en déroulant tout ce processus que c'est quand même assez complexe. D'une part parce qu'il va falloir le faire pour chaque revendeur, parce que généralement pour des articles de la longue traîne, il y a plus d'un revendeur. Et puis en plus, où trouver toute cette information? Alors maintenant, si je me mets plus dans la peau du développeur ou du geek, je peux m'amuser un peu plus à décomposer toutes ces étapes. Alors c'est écrit en assez petit, mais on retrouve les différentes étapes, comme l'affichage de la page produit, ensuite affichage de la page revendeur, recherche par rapport à un service de recherche par des informations de ce revendeur, énumération des établissements, etc., etc. Là où c'est intéressant, une fois qu'on a décomposé ces opérations en succession de tâches individuelles, c'est que prises l'une après l'autre, elles sont somme toute assez simples à réaliser techniquement, et du coup elles vont probablement pouvoir aussi être automatisables. Et c'est comme ça en fait que m'est venue l'idée du projet Oxyrene, c'est de donner le moyen, tout en restant sur un site de vente en ligne, à un utilisateur de pouvoir automatiser toutes ses recherches, donc en contexte, c'est-à-dire sans quitter le site de vente en ligne, et tout ceci via uniquement quelques clics. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer de quoi il s'agit avec quelques captures d'écran qui montrent en fait tout l'enchaînement du processus. On veut quelque chose qui soit utilisable en contexte. On est dans un navigateur, donc le moyen le plus simple en fait, c'est de rajouter une extension au sein du navigateur. Là pour le coup, c'est le navigateur Chrome qui a été choisi, puisqu'il représente 60% des usages en ce qui concerne la France. Donc il fallait bien commencer par ce navigateur, sachant qu'ensuite la migration vers du Firefox est assez simple, puisque c'est le même modèle en fait, d'extension derrière. Donc on a cette extension qui, une fois installée, va nous ajouter, et on le voit à droite de la barre d'adresse, un petit icône de l'extension qui est matérialisé par un caddie. Vous voyez que ce caddie, pour l'instant, il est gris. Donc ensuite, tout simplement, je vais aller sur une place de marché. Ici, j'ai pris la place de marché la plus connue qui est Amazon. On voit que dès que j'arrive sur la page d'accueil, mon caddie, il change de couleur. Il passe dans une couleur qui est orange. Alors il y a une codification que je réexpliquerai au gré de la présentation. Donc orange, rouge ou vert. Orange signifie la place de marché est supportée par l'extension. Donc on va pouvoir l'utiliser. Donc ensuite, j'utilise tout simplement le site de vente en ligne. Je vais aller rechercher un article. Ici, je vais rechercher un ouvrage ou une vidéo concernant Patrick Edlinger, qui est un grimpeur solo des années 80, pour ceux qui connaissent. Une fois que j'arrive sur la liste des articles, je vais sélectionner l'article qui m'intéresse. Ici, ce qui m'intéresse, c'est la vidéo d'Opéra Vertical. Et alors, ça dépend des cas. Parfois, on a immédiatement une liste de revendeurs qui nous est proposée, directement avec la page produit. Parfois, il faut effectuer un clic supplémentaire pour afficher la liste des revendeurs qui nous intéressent. C'est le cas ici, ce qui nous permet d'ailleurs en plus de sélectionner entre le fait d'acquérir un item qui est neuf ou d'occasion. Donc on peut jouer aussi sur les deux niveaux. J'affiche la liste de mes revendeurs, et là vous voyez que l'icône de l'extension apparaît en vert. En vert, ça veut dire, voilà, j'ai identifié des revendeurs, je vais désormais pouvoir travailler pour toi. Donc là, à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur l'icône de l'extension, ce qui va déployer une petite pop-up. Alors, la première chose à faire, en tout cas lors de la première utilisation, c'est d'indiquer le lieu de livraison. Le lieu de livraison, c'est chez soi. Alors, on peut saisir une adresse extrêmement précise, le nom de la rue, ou même uniquement le nom de la ville. L'objectif ici étant de minimiser au maximum le bilan carbone. On n'est pas à 2 ou 3 km près, en tout cas pas en ce qui concerne la ville de Rennes. Donc ici j'ai juste saisi Rennes. Et puis j'ai une petite visualisation avec une carte OpenStreetMap qui me permet de bien valider que c'est le bon endroit. Ensuite, je vais déclencher la recherche au niveau de l'extension. Donc là on a une étape de progression. Alors vous m'excuserez pour le côté interface utilisateur, moi je ne suis pas du tout développeur front, j'ai fait mes armes en JavaScript et en Chrome à l'occasion de ce projet, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, en tout cas, ce qui compte c'est le résultat, et le résultat il est affiché donc ici à l'écran.
Et donc, on affiche la liste de tous les revendeurs que l'on a pu identifier sur le territoire français, par ordre décroissant de distance, en mettant en emphase le premier, parce que généralement, c'est le premier revendeur, c'est-à-dire le plus proche que l'on va choisir. Là, ça tombe bien, on se rend compte que j'ai un revendeur pas trop loin de chez moi, à 23 km. C'est même précis, 23,32 km. C'est une estimation. Hein. Donc ensuite, si je clique sur le nom du revendeur, je vais avoir en fait une localisation, ce qui me permet de voir, encore une fois sur une carte OpenStreetMap, hein, le but ici c'était aussi d'exploiter au maximum les services libres. Et je peux voir où se situe Breteuil. Si je clique ensuite sur la distance, j'ai le trajet précis estimé par OpenStreetMap. On se rend compte d'ailleurs que l'approximation qui a été faite n'est pas si éloignée que ça de celle qui est indiquée par OpenStreetMap. On s'est trompé de 500 mètres à peu près. Donc c'est pas trop mal pour une estimation. Et puis, ce qui est sympa avec OpenStreetMap, c'est qu'on peut même demander un trajet, un parcours en vélo. Ce qui fait que là, après, mais ça c'est votre choix, c'est votre décision. Soit vous décidez de sélectionner ce revendeur et de poursuivre votre achat sur le site de vente en question, soit vous vous arrêtez là, vous notez l'adresse, vous enfourchez votre vélo, 18 km, ça va, ça vous fait faire un petit peu de sport, et puis pourquoi pas, derrière, ça va vous permettre de faire une belle rencontre avec probablement un vendeur particulier ou un libraire qui se trouve à Breteuil. Mais ça, c'est à vous de le décider. Vous pouvez aussi y aller en course à pied aussi, si ça vous intéresse, ça fait une bonne séance. Donc voilà pour la démonstration de l'outil. Donc maintenant, on va voir ensemble en fait les différentes opérations qui se cachent derrière tout ceci et puis comment elles ont été mises en œuvre. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur ce que je viens de vous montrer? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a déjà eu la partie détection. Détection déjà de savoir si on est sur un site de vente en ligne qui est supporté, parce que tous ne se comportent pas de la même façon, n'exposent pas les informations de la même façon. Être capable d'identifier une page produit, être capable d'identifier ensuite une liste de revendeurs et des informations revendeurs. Tout ceci, en fait, techniquement, c'est du web scrapping, peu ou prou. C'est de l'analyse de pages web, on navigue dans le code DOM et puis on va aller récupérer les éléments qui nous intéressent. Techniquement, pas trop dur. Ensuite, une fois qu'on a des informations techniques sur les revendeurs, il faut aller collecter une information qualifiée, notamment pour aller récupérer l'adresse. Et pour ça, j'ai utilisé un service qui est un service public, que je vais redétailler tout à l'heure, qui est le service Sirène. Ensuite, une fois qu'on a une adresse qualifiée, il faut être capable de la géolocaliser, avec une longitude et latitude. Et ça, on va utiliser un deuxième service qui s'appelle Base Adresse Nationale, ou BAN pour les intimes. Puis une fois que l'on a deux coordonnées longitude-latitude, un calcul de distance approximative se fait assez simplement. C'est une formule mathématique. Je pourrais vous en parler en dehors de cette session si ça vous intéresse. Donc si on va un peu plus en détail sur ce qui pour moi sont les deux services sans lesquels ce projet n'aurait pas pu être capable, enfin pas pu être réalisé. Il y a d'abord le service Sirène. C'est un service public, ça c'est très important, donc en open data, d'identification des entreprises, et qui référence à ce jour environ 11 millions d'établissements en France, donc actifs, parce qu'il y a aussi tous les autres établissements qui ont été fermés. Donc il y a tout un historique qui est conservé. C'est un service qui est géré par l'INSEE, et qui est en open data depuis janvier 2017, et là, merci à la loi pour une république numérique qui vise à ouvrir au maximum les services de l'État en open data. C'est un projet qui a été mené par Etalab, pour ceux qui connaissent. On a deux possibilités, soit on télécharge toute la base, bon, c'est une façon de procéder, ça peut être pratique dans certains cas de figure, ou soit on accède à une API, et là dans notre cas c'est beaucoup plus intéressant. Il y a aussi un service en ligne que vous pouvez utiliser, je vous en montre quelques exemples, où là je vais effectuer une recherche sur une société qui s'appelle Microsoft France. On récupère un résultat avec plusieurs éléments, parce qu'il y a plusieurs établissements avec l'appellation Microsoft France en France. Donc là, je ne les ai pas tous affichés, mais moi, je vais les sélectionner celui de Paris. Et là, je récupère en fait les informations détaillées et qualifiées par l'INSEE, du moins en partie, concernant cet établissement. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui est encadré en rouge, à savoir l'adresse qualifiée.
C'est extrêmement pratique puisque une fois qu'on a une adresse qualifiée, c'est beaucoup plus simple d'aller trouver des coordonnées correspondantes. Et puis, ça permet aussi de vérifier que cette entreprise se trouve bien en France. Si c'est une entreprise qui est par exemple en Allemagne, et on constate sur les sites de vente en ligne qu'il y a, pour des raisons fiscales, j'imagine, énormément de sociétés qui vont se délocaliser ailleurs, elles n'apparaîtront pas. C'est un moyen aussi, au travers de l'extension, encore une fois, de favoriser l'achat le plus proche possible. Une dernière chose concernant l'API Sirène, c'est que c'est une API authentifiée, et donc qui nécessite l'utilisation d'un jeton d'authentification à durée limitée. Gardez ça dans un coin de votre tête parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Deuxième service, sans lequel tout ceci n'aurait pas été possible, encore une fois un service public qui s'appelle le service base adresse nationale et qui vient en fait d'une collaboration entre l'État, l'IGN, La Poste et OpenStreetMap France pour avoir un référencement ultra précis en fait, de toutes les adresses en France. Donc voilà, service gratuit, encore une fois mené par Etalab, et qui est accessible cette fois-ci uniquement via une API. Mais très bien, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on souhaite utiliser. Encore une fois, il est aussi possible d'effectuer une recherche en ligne. Ça va vous permettre de voir comment ça fonctionne. Là, volontairement, j'effectue une recherche très approximative sur juste BD Liberté, donc Boulevard de la Liberté. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que derrière, il y a un mode de fuzzy lookup, donc implémenté par des moteurs de recherche de type Elasticsearch ou Solar. Donc on va pouvoir bénéficier de ça aussi, même si l'adresse n'est pas tout à fait correcte au niveau du site de vente en ligne ou au niveau de la base Sirène. Donc là, Boulevard de la Liberté, je suis allé sélectionner un des boulevards de la Liberté qui m'intéressait, en l'occurrence celui qui se trouve dans notre chère ville, et j'ai une géolocalisation sur une carte. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus l'utilisation de l'API. Donc il suffit que via cette API, via l'URL qui apparaît à l'écran, j'effectue la même recherche et je récupère une structure JSON, très simple aussi à exploiter, avec pas mal d'éléments, dont notamment deux qui m'intéressent, qui se trouvent au niveau géométrie, qui sont les longitudes et latitudes. Et une fois que j'ai ça, c'est gagné. Donc maintenant, au niveau de l'API Oxyrene, comment ça s'est passé au niveau du développement? Et là, vous devez commencer à vous dire, mince, on est au Meetup Microsoft User Group, il n'a pas encore une fois parlé de technologie Microsoft. Mais vous allez voir que ça ne va pas tarder. Donc, une fois qu'on a bien les choses en tête, moi j'avais quand même quelques prérequis au niveau du développement de l'API. Je voulais déjà disposer d'un framework rich, parce que je ne veux pas réinventer la roue. Moi je veux me concentrer vraiment sur délivrer un produit et pas sur aller geeker à côté comme on peut le faire. J'adore le faire aussi, mais là c'était pas le propos. Je tenais aussi à ce que mon API puisse s'exécuter en multiplateforme, c'est-à-dire aussi bien sur Windows que sur Linux que sur macOS. Pour info, tous les développements ont été faits sur la machine qu'il y a devant vos yeux, qui est un MacBook Pro. Je voulais pouvoir héberger tout ça sur le cloud, parce qu'il faut que ça soit un service accessible pour le grand public. Et je voulais un mode de provisioning ultra simplifié par rapport à tout ceci. Et la réponse, sans plus attendre, déjà framework rich, c'est du .NET standard, donc ancêtre du .NET Framework. Et pour l'exécution multiplateforme, j'ai choisi du .NET Core, qui permet de cibler, qui supporte le .NET standard, et qui permet de faire du développement cross-platform. Pour l'hébergement cloud, je suis parti sur du Microsoft Azure. Et pour le provisioning simple, il se trouve qu'au niveau de Microsoft Azure, il y a un service qui s'appelle Azure Functions, et qui permet d'héberger ces développements en mode serverless. Donc très rapidement sur ces différentes technos, .NET Core, moi on pourra en parler très longtemps, en fait c'est un langage cross-platform ultra performant. Moi je le résume souvent en disant que c'est le Java du 21e siècle. Dans l'esprit c'est ça. Je ne vais pas plus vous en parler là parce qu'il se trouve qu'il y a eu un Brest Camp il n'y a pas très longtemps. Et il y a Fabien Petry, il me semble d'ailleurs qu'il est membre du Meetup, qui a fait une présentation ultra percutante et ultra efficace en 10 minutes chrono sur les nouveautés et sur le .NET Core. Donc je vous ai mis le lien et je vous invite à aller la visionner. Vous en saurez beaucoup plus que ce que je pourrais vous en dire ici. Après, sur Azure Functions. Donc Azure Functions, ça permet de faire du déploiement et de l'hébergement en mode serverless. Alors,
Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce principe. On en parle de plus en plus. Très rapidement, les hébergeurs cloud, dans un premier temps, ce qu'ils mettaient à disposition, c'était des serveurs. On avait des serveurs, mais c'était à nous de gérer les mises à jour du système d'exploitation, la configuration de nos applications, la configuration d'IIS ou d'Apache, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'infrastructure as a service. Après est arrivé un niveau d'abstraction complémentaire qui s'appelle le PaaS, Platform as a Service, où en gros toute cette partie serveur est gérée par l'hébergeur et nous on a juste à développer une application complète et à aller déployer cette application. Néanmoins, c'est à nous de gérer quand même le provisioning, de dire je veux X serveur front, X serveur back et à gérer aussi toute la plomberie qu'il peut y avoir pour faire communiquer ces différentes instances. Et le mode d'abstraction qui va encore au-dessus de ça, c'est le FaaS, c'est le Function as a Service. C'est ce que propose Azure Functions, c'est que là, du coup, en tant que développeur, on développe juste des fonctions, donc en fait des bouts de code. On va déployer ces bouts de code et tout l'aspect plomberie, c'est-à-dire ce qui permet à ces fonctions de communiquer entre elles, est fourni et est géré par l'hébergeur. Et de la même façon, tout ce qui est passage à l'échelle est aussi géré par le serveur. Donc j'ai virtuellement zéro limite par rapport à la montée en charge de mes développements. Donc ça c'est Azure Functions. Pour ceux qui sont plus Amazon, il y a l'équivalent qui s'appelle Amazon Lambda. Si on regarde un petit peu dans le détail au niveau des Azure Functions, il y a deux capacités, deux modes de déclenchement de ces fonctions, parce que ces fonctions, au moment, il faut bien les appeler, donc il faut bien trouver un moyen de les déclencher. Donc il y a deux moyens qui ont été utilisés pour ce projet. C'est déjà la capacité à pouvoir appeler ces fonctions au travers d'une route HTTP, ce qu'on appelle les HTTP triggers. Et ça va être très pratique, puisque ça va me permettre de mettre en place une API REST très simplement. Je mappe une fonction sur une route, et du coup j'ai mon API REST très facilement. Ça supporte les get, les posts, les updates, etc. Un autre aspect très intéressant qui a été utilisé dans Azure Functions, c'est les timer triggers, c'est-à-dire c'est la capacité d'automatiser l'invocation d'une fonction par rapport à une expression cron, par exemple de l'exécuter la même fonction toutes les 5 minutes ou toutes les 6 heures, et ça me permet de faire de l'automatisation. Si vous vous souvenez tout à l'heure, lorsqu'on évoquait l'API Sirène de l'INSEE, il y a besoin d'un jeton d'authentification qui doit être renouvelé périodiquement. Ce jeton a une durée de vie généralement de 7 jours. L'INSEE nous recommande néanmoins de la renouveler toutes les 24 heures. Alors certes, ce qu'on pourrait faire, c'est dans le cadre d'un appel, si on a un échec, et tenter de renouveler le jeton, le stocker, mais ça en termes d'expérience utilisateur, ça ne sera pas terrible, parce que du coup, ça va créer de la latence en plus. Alors qu'il est très simple, comme c'est un jeton qui est partagé, d'aller le rafraîchir une fois. Donc là, ce qui est effectué, c'est que tous les matins à 6 heures, il y a un appel qui est effectué, le jeton est renouvelé, puis s'il y a un échec, et automatiquement la fonction est replanifiée 5 minutes plus tard, et ainsi de suite. Donc ça, c'est extrêmement pratique aussi. Il y a plein d'autres déclencheurs que je vous invite à aller regarder sur la documentation d'Azure Functions. Ce qui du coup nous permet d'arriver à la définition d'une API. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que tout ça est en ligne et je vous communiquerai les liens tout à l'heure. Mais donc, on voit ici qu'on a différentes API. Donc, pour aller géolocaliser une adresse IP, pour aller géolocaliser à partir toujours d'une adresse IP, aller vérifier qu'une page est bien une page produit, etc., etc. Et puis, pour les plus techniques d'entre vous, je vous fournis aussi le fichier YAML OpenAPI, donc anciennement Swagger, qui vous permettra de voir tout le détail technique de l'API. Donc ça, c'était pour la partie développement de l'API. Maintenant, évoquons l'hébergement avec Azure. Donc Azure, c'est toute une série de data centers qui sont répartis dans le monde et communiqués, mis à disposition par Microsoft. Là, je vous ai fait une petite carte, mais j'en ai fait une autre ici. Où on peut voir que, notamment sur la région Europe, on dispose de pas mal de centres de données. Il y en a à Dublin, il y en a à Amsterdam, il y en a aussi en Angleterre, et surtout, beaucoup plus intéressant pour nous, surtout si on va être orienté GDPR, il y en a aussi en France. Donc ça, c'est un des aspects qui est super sympa, en plus de la multitude de services
qui sont proposés. Donc pour le développeur, c'est vraiment le paradis. Je vous invite aussi, si vous ne connaissez pas, à aller regarder du côté de cette solution. Ce qui est sympa avec Azure, c'est qu'on peut faire aussi plein de choses au niveau du déploiement. Et notamment, on peut faire du déploiement en ligne de commande. Donc il existe un petit utilitaire qui s'appelle AZCLI, et ce qui permet du coup, en ligne de commande, directement d'aller déployer les développements que je viens d'effectuer. Donc ça, c'est très bien lorsque nous sommes en train de coder, c'est aussi très bien dans le cadre d'un processus d'intégration continue. On verra tout à l'heure. Donc on a aussi bien entendu un portail accessible depuis un navigateur qui nous permet de faire ce qu'on veut, nos déploiements, nos monitoring de logs, etc. Donc là ici on voit les différentes Azure Functions qui ont été déployées. Il y a aussi en standard, et ça c'est fortement appréciable, plein de logs qui sont mis à disposition. Là pour le coup, sur ce que je vous affiche à l'écran, j'ai rien fait. Tout est accessible en standard. Je peux bien sûr aller enrichir de logs, mais ça me permet en fait très rapidement d'aller monitorer l'état de santé de mon application. Quel a été le nombre d'invocations, quel est le temps de réponse moyen de mon serveur, est-ce que mon stockage se comporte comme il faut, etc. Parce que derrière tout déploiement cloud, toute solution cloud, il y a énormément de services qui sont sollicités, des services de stockage, des services pour de l'hébergement et de l'accessibilité en HTTP. Et donc, il suffit qu'un de ces services se comporte mal pour que derrière, l'ensemble de la solution ne soit plus accessible. Donc il est extrêmement important d'avoir un contrôle là-dessus, et ça nous est aussi offert au travers du portail. Mais pas que, parce qu'on peut aussi avoir ça à disposition sur son application smartphone, ce qui fait qu'on a un peu l'impression d'être le maître du monde, et puis si vous voulez briller en société, dans le cadre d'un cocktail mondain, vous pouvez montrer, regarde ce que j'ai sur mon smartphone, ça c'est mon extension Azure, ça marche bien. Et puis en ce moment, mon stockage, il se comporte plutôt pas mal. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, tout dépend dans quel genre d'événement vous vous trouvez. Mais c'est très pratique, en tout cas, pour un suivi, même lorsque l'on est soi-même en situation de mobilité. Il y a aussi tout l'aspect intégration continue qui est à notre disposition avec Azure. Il y a un service qui s'appelle Azure DevOps, qui est un mélange de GitHub, de Jenkins, plus de gestion gestion de tickets. Tout ça est concentré dans cette offre-là. Alors moi, je l'ai juste utilisé pour le coup sur la partie intégration continue, ce qui me permet en fait à chaque fois que j'ai un pull request qui est validé sur mon projet GitHub, de relancer une compilation, ce qui est des tests unitaires, ce qui permet de vérifier que tout se passe bien. Et puis la petite cerise sur le gâteau, j'ai possibilité du coup sur mon compte, sur mon projet GitHub, de mettre un petit badge Azure Pipelines qui permet à toute personne qui arrive sur le projet de dire ok, là ce qui est en ligne se compile correctement. Donc ça c'est super sympa pour l'intégration continue. Je vous ai mis quelques captures d'écran ici où on voit la configuration et les enclenchements qui sont faits suite à un déploiement, et puis les différentes opérations qui sont effectuées pour valider toute la compilation, là en l'occurrence du code .NET Core. Très rapidement sur la partie extension Chrome, comme je vous le disais, moi je suis plutôt un développeur back et pas du tout un front, donc j'ai dû à la fois apprendre le JavaScript et à développer avec des extensions Chrome. Donc je suis vraiment allé au plus court en termes de techno. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier que jQuery c'était un peu techno des années 2000, mais bon, tant pis, on a fait avec. Le but c'était que ça marche. Donc j'ai utilisé jQuery pour la manipulation DOM et aussi pour tout ce qui est requête Ajax, c'est-à-dire toutes les interactions entre l'extension Chrome et l'API qui est exposée en face. Sur l'interface graphique, j'ai vraiment pris le plus simple, c'est-à-dire jQuery UI pour pouvoir coller quelques boutons et 2-3 onglets. Et là j'étais vraiment au max de mes capacités. Et puis pour la partie onboarding, j'ai utilisé un petit utilitaire qui s'appelle IntroJS, ce qui permet d'afficher, lorsque l'on arrive pour la première fois, une petite série d'infobulles qui permettent d'indiquer d'abord cliquer ici, ensuite cliquer là. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'onboarding et c'est super pratique. Ça évite d'avoir à faire une doc compliquée. C'était l'occasion aussi dans le cadre de ce projet d'expérimenter de nouveaux outils. Et puis pour les services, vous avez pu vous en rendre compte, il y a OpenStreetMap qui est utilisé pour l'aspect cartographie, et puis aussi page jaune, pour pouvoir essayer de faire correspondre les informations
du revendeur avec les informations qu'il y a chez Page Jaune. Donc ça fonctionne pas forcément très bien, mais bon, ça permet éventuellement, si on souhaite être rassuré sur la pertinence d'un revendeur, d'avoir ce niveau d'information-là supplémentaire. Et pour terminer, retour d'expérience, donc comme je le disais, tous les développements moi, se sont faits sur mon Mac avec Visual Studio Code et .NET Core. Déjà au niveau de .NET Core, mais ça c'était pas une surprise parce que je le connaissais déjà, donc j'ai pu constater la richesse du framework et c'est vrai que ça ne cesse d'évoluer parce que là on est sur la version 2, il y a la version 3 qui est en bêta en ce moment et là qui est encore plus riche et maintenant qui tourne même beaucoup plus vite que celle du .NET Framework. Donc un framework hyper riche, ultra bien documenté aussi. Il y a eu un gros effort de fait sur la documentation. Visual Studio Code, je pense que ça serait une banalité de dire que c'est un super éditeur, parce qu'il est maintenant énormément adopté. Ça permet d'en faire un très bon IDE, et puis comme on peut rajouter pas mal d'extensions pour avoir de la coloration syntaxique, ce genre de choses, on peut vraiment tout faire sans sortir de son éditeur, c'est super agréable. Et encore une fois, tout en restant dans un contexte cross-platform. S'agissant des développements avec Microsoft Azure, ce qui est super sympa, c'est qu'on peut, je ne dirais pas tout, mais en tout cas dans le cadre de ce projet, j'ai pu tout faire en local. Il y a une extension à Visual Studio Code qui s'appelle Azure Functions et qui permet en fait de nous assister dans la création de nos projets Azure Functions, mais aussi de nous simuler en fait tout le moteur qui s'appelle WebJob SDK en exécution locale. Ce qui fait que si à ça je rajoute Azure Storage Explorer, qui est aussi un outil cross-platform gratuit, et Azurite, qui est une couche logicielle qui permet de m'émuler le stockage Azure en local, et du coup, en fait, moi, tous les développements, je les ai faits en local, et entre le moment où j'ai terminé mes développements, je les ai validés localement, et j'ai appuyé sur le bouton pour envoyer tout ça en production, mis à part quelques ajustements au niveau de la configuration, c'est toujours là où on fait un petit loupé, tout fonctionnait. Donc il s'est passé moins de 24 heures entre le premier clic de bouton et le fait que c'était opérationnel. Donc c'est quand même très très appréciable aussi, parce que c'est souvent la crainte qu'on peut avoir généralement lorsqu'on commence à travailler avec des services cloud, c'est de se dire je vais perdre en confort, ça va me coûter extrêmement cher parce que je vais devoir faire tous mes développements en ligne aussi. Il faut tester aussi en ligne, mais on peut commencer les choses déjà en faisant ça localement. Donc en plus, avec cette extension, il y a une facilité de publication. On peut tout faire depuis Visual Studio Code aussi si vous ne souhaitez pas faire les choses avec la ligne de commande que je vous indiquais tout à l'heure. Et puis on bénéficie, comme ce que je vous indiquais, de facilités d'administration et de monitoring qui sont vraiment très très sympas. Rapidement, là encore une fois sur Chrome, comme je vous disais, j'étais vraiment un novice en la matière. Il faut vraiment saluer les capacités d'extension du navigateur. Bon, j'en ai tout autant pour Firefox. La documentation est vraiment très très bien faite. Au passage aussi, comme j'ai dû faire mes armes en JavaScript, j'ai découvert une petite extension Visual Studio Code qui s'appelle Coca.js qui permet d'avoir à disposition un scratchpad JavaScript pour tester son script JavaScript directement sans avoir à mettre ça dans une page HTML et à l'exécuter ensuite, ce qui permet de gagner du temps. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je vous remercie de votre attention. J'ai quand même quelque chose de plus à vous dire, je n'ai pas pu résister. Déjà le coût, parce que ça c'est toujours une question aussi qu'on se pose lorsque on commence à utiliser des services cloud. Ce qui est sympa aussi pour ce type de développement, et notamment avec ce que propose Microsoft, c'est que même si on prend un abonnement, il y a beaucoup de services qui ont un seuil de déclenchement avant d'être facturés, qui sont quand même assez hauts, et c'est le cas notamment pour le stockage et pour Azure Functions, ce qui fait que là je vous ai mis ma facture, parce que j'ai mis ma carte bleue, donc on plaisante plus là. Et la facture pour avril, mais celle de mai est la même, pour l'instant ça me coûte 0. Alors, vous me direz, il n'y a pas forcément beaucoup d'utilisateurs non plus. mais quand bien même, il y a des seuils qui font qu'au pire, ça coûterait 1 euro ou 2, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc là, encore une fois, il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur ce type de solution pour se lancer sur ces projets, même personnels. Ça ne va pas être une question d'argent. Bon, sauf si vous utilisez les services de machine learning ou voilà, si vous faites de la location de GPU, mais là on est dans un autre registre. En tout cas pour ce type de développement là, ça se passe très très bien.
Et puis enfin, ces deux projets sont sur GitHub, parce qu'en fait il y a deux projets, vous l'aurez bien compris. Il y a la partie serveur, donc avec sous la forme d'une API à un développeur .NET Core, et une partie extension Chrome. Donc tout ça se trouve sur GitHub. Il y a aussi toute une partie wiki qui a été assez bien. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'alimenter, parce que je me suis dit que c'était bien aussi de documenter et d'argumenter tous ces choix techniques. Donc je vous ai aussi mis les liens, et de toute façon, toute cette présentation vous sera mise à disposition. Je vais vous générer un PDF, et puis je vous l'enverrai, comme ça vous aurez tous les liens avec vous. Voilà, et cette fois-ci c'est la bonne. Je vous remercie de votre attention. Et puis je ne sais pas comment on procède, peut-être que pour les questions et réponses, on verra après. On va peut-être laisser Yannick enchaîner pour le moment, comme vous voulez. Ok. Des questions, non? Prendre des questions. Tout dépend comment ça se passe au niveau de l'enchaînement vidéo. Vous restez pour moi aussi? Pour la suite? Si les gens restent, Tac. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi j'aime bien commencer par décrire ce qui m'a amené à faire une présentation à chaque fois. Donc là, ça part d'une discussion avec Nicolas qui est là-haut, dans laquelle on discutait de pas mal de technologies et je lui disais que j'utilisais comme ORM Entity Framework depuis un moment et lui il m'a glissé dans le coin de l'oreille Dapper, que je connaissais pas énormément à l'époque. Ça s'est pas déroulé, je sais plus trop quand, mars ou en avril. Et depuis, j'ai eu l'opportunité de monter un nouveau projet dans mon entreprise, que je vous présenterai après, dans lequel j'ai utilisé Dapper. Donc j'ai décidé de faire un retour d'expérience de mes 3 ans autour d'Entity Framework sur différentes formes et justement mon initiation à Dapper sur ces 3 derniers mois et voir un peu ce que ça pouvait apporter ou pas. Donc je m'appelle Yannick Frouin, je suis lead tech à HelloWork. Donc, petite question avant de commencer, qui a déjà utilisé Entity Framework et ou Dapper? Donc Entity Framework, tout le monde, bon, très bien, donc j'ai quand même un public d'aguerris. Et Dapper, un petit peu moins, d'accord. Ok, parfait, merci. Donc ces deux technologies, ce sont des ORM. Alors qu'est-ce qu'un ORM? C'est une couche logicielle qui se place entre la base de données et notre couche business en fait, qui permet de faire un mapping entre la base et notre application. Donc j'ai relevé un peu quelques ORM qu'on retrouve dans le monde Microsoft. Donc, on a Entity Framework, Dapper qui est à droite, Hibernate, Data Access, Link to SQL. C'était pour les sortir un petit peu. Donc je vais commencer ma presse par vous parler d'Entity Framework et du cas d'usage. Donc moi j'ai rejoint mon entreprise il y a à peu près 2 ans maintenant. Bonjour. Et je suis arrivé dans un contexte où il y avait besoin d'une énorme refactorisation de toute la partie back-office de l'entreprise HelloWork. Pour ça, on m'a demandé de mettre en place une API REST centralisée et qui allait justement communiquer avec de multiples bases de données. Et donc j'ai commencé par creuser un petit peu là-dedans, voir déjà quel était l'état des bases de données. Et c'est des bases de données qui dataient, qui étaient utilisées depuis le milieu des années 2000. Donc je me suis retrouvé avec des vues enchevêtrées, des vues de vues, des procédures stockées à n'en plus finir. Enfin, c'était clairement un marasme pas croyable. Et j'ai proposé de repartir à sec, à blanc, avec Entity Framework et de dire bon, on part sur une API REST, on va utiliser Entity Framework pour se mapper sur la base et on va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, le but c'était de partir tout droit, de faire principalement du CRUD, donc du Create, Update, Delete d'entités en base. Et je me suis dit que c'était la meilleure des solutions. On verra par la suite pourquoi oui et parfois pourquoi non. Donc Microsoft Entity Framework, qu'est-ce que c'est? En fait, donc c'est l'ORM principal de Microsoft.
Il y a une version Core que j'ai pas vraiment utilisée moi, donc je vous ferai plus un retour sur la version principale du framework.NET. La première release a été faite en 2008, donc ça a quand même de la bouteille. On parle là sur une techno qui a 11 ans. Et un peu plus récente, bien entendu, pour le Core, qui lui est sorti un peu plus tard. Donc on est dans une version 6.2 et qui est là depuis 2017. Donc c'est pareil, on commence à entrer sur quelque chose de technologique qui est mature en soi. Et en fait, enfin voilà, je travaille assez souvent donc dans mon Microsoft. Et là, en préparant la présentation, j'ai appris que c'était open source. Je ne savais pas du tout que Entity Framework, en fait, c'était une techno open source. Voilà. Donc il y a les bases de données supportées, il y en a plusieurs. Ça, c'est au travers d'extensions. En fait, on a un premier package Nugget, puis d'autres qui viennent pour pouvoir justement communiquer avec diverses bases de données. Donc on retrouve SQL Server, Oracle, Azure SQL Server, MySQL, Postgres, Firebird, entre autres. Et je pense qu'étant donné que c'est open source, on doit pouvoir se connecter à d'autres bases de données. Donc je vais vous parler des types d'approches. En Entity Framework, on a plusieurs façons de se connecter à la base de données. La première, c'est la database first. Donc, en fait, on gère un schéma EDMX. On a pas mal d'aides dans Visual Studio pour faire ça. On donne une chaîne de connexion à notre base de données et ensuite on indique quelles sont les tables qu'on veut voir, les vues et les procédures stockées. Et automatiquement, on se retrouve avec un schéma complet de notre base de données. On a le model first. Donc ça, on part directement du code en fait. On crée nos classes avec nos propriétés, de la programmation par attribut, donc on peut utiliser pour dire la taille des champs qu'on veut respecter, etc. J'étais au model first, et donc on peut aussi partir d'un modèle qui lui va de créer la base de données, mais aussi le code. C'est une approche que moi j'ai jamais utilisée. J'ai fait énormément donc de database first à HelloWork parce que je suis arrivé, comme je le disais, dans un contexte où il y avait déjà beaucoup de bases de données, beaucoup de choses. Donc j'ai fait juste du mapping pur et simple en database first. Et on a eu un projet en cours de route, alors je dirais fin de l'année dernière, où on a fait du code first pour utiliser une migrations, donc je vous en parlerai après. Alors comment ça marche Entity Framework? En fait, Entity Framework repose sur un objet qui s'appelle le DB Context, et qui est un objet qui à son instantiation monte en mémoire un EDM, l'Entity Data Model, qui est une métadonnée en fait, qui est chargée de décrire ce mapping dont je vous parlais au début, entre la base de données et le code. Donc, et en fonction de l'approche choisie, ça s'initie différemment. Donc, dans le cas du database first et du model first, le mapping lui est décrit dans plusieurs fichiers XML avec plusieurs déclinaisons. Je vous laisserai aller voir si vous voulez voir ce que ça contient. C'est ce qu'on retrouve dans les chaînes de connexion quand on fait du database first. Et en code first, le mapping est décrit depuis les objets. Donc, en fait, je vais déjà parler d'un problème d'Entity Framework assez récurrent lorsqu'on l'utilise, c'est que plus ce modèle est grand, et plus en fait on a un problème de call start. Alors le terme call start, je pense qu'il vient plus ces derniers temps avec les ressources du cloud. Quand on met du temps à démarrer nos ressources, mettre du temps à démarrer, je l'ai utilisé là parce que pour moi ça correspond à peu près à ça. En fait, grosso modo, Entity Framework, au premier usage, il met tout le temps du temps à démarrer. Si jamais vous instanciez votre framework et que vous faites une première requête, il y aura toujours, la première requête sera forcément plus longue. Donc il y a des moyens pour améliorer ça. J'ai mis quelques liens là-dedans. Donc c'est notamment de la mise en cache de cette métadonnée, principalement. Il y a d'autres méthodes, mais je ne les ai pas décrites ici. Donc on peut voir là un objet qui se mappe sur des champs d'une base de données. Alors pour l'intérêt principal d'Entity Framework, c'est que son système de requête repose sur Microsoft Link. Je pense que ici vous êtes plus ou moins habitué à utiliser Microsoft Link. Donc ça c'est sa grande force. Il y a deux méthodes pour deux syntaxes différentes quand on fait du link to entities. Donc il y a une syntaxe qui est plus une syntaxe de type méthode, une autre plus requête qui se rapproche plus de ce qu'on peut trouver quand on fait du SQL. En fait, c'est pour aider un petit peu les gens qui partent du SQL à faire du link au travers d'Entity Framework. Mais on peut toujours faire du SQL. Il y a plusieurs façons de le faire. Le Entity SQL, en fait, Entity Framework possède des extensions, des objets de base du framework qui sont les SQL commands, les paraméteurs, etc. Donc là, on peut retrouver quelques requêtes en plein SQL qui sont automatiquement mappées sur le contexte Entity Framework. Alors, une autre
fonctionnalité d'anti-framework, c'est le lazy loading. Donc en fait, dans les bases de données relationnelles, il y a deux relations. Donc on retrouve donc des tables de liaison, etc. Et donc Entity Framework, lui, il regroupe ces objets. Donc on a un objet parent, une liste d'objets enfants, et qui représente en fait les liaisons en base de données. Et en fait, par défaut, le lazy loading est activé, donc on peut rapatrier par exemple une entité parente. Donc je sais pas, imaginons un professeur, on ramène l'entité du professeur. Et en fait, si après on parcourt les élèves, et ben Entity Framework qui refait des allers-retours en base pour compléter cette base. Et ça, c'est pas une très bonne pratique, c'est un des pièges un peu dans lequel on tombe rapidement quand on fait du Entity Framework en fait. Et donc il y a une solution qui est le eager loading, qui lui permet au moment où vous chargez une entité d'inclure également son entité enfant. Donc au lieu de faire 2 allers-retours en base de données ou plus, en fonction de ce qu'on fait, et là on fait juste un seul aller-retour et on récupère et l'entité parent et ses entités enfants. Alors, je pense que je peux dire que c'est le plus gros point noir d'Entity Framework, c'est la qualité du SQL généré dès lors que l'on sort du CRUD, enfin on fait du create, update ou delete. À partir du moment où on essaie de faire des choses un peu plus you en termes SQL, on peut imaginer des multiples jointures, du group by, du union, du partition, enfin plein de choses. En fait, à partir de ce moment-là, moi, c'est mon ressenti, je trouve, qu'Entity Framework s'en sort vraiment pas bien. Il nous sort des fois des requêtes, mais bon, bah voilà, on peut les retrouver. Donc c'est la bonne pratique, je pense, quand on commence à... C'est un peu décalé, c'est pas trop grave. Quand on commence à partir dans des requêtes un peu plus complètes de sélection, et ben je pense que ce qu'il vaut mieux faire, c'est mettre en place le log et vérifier les requêtes écrites. Et si on s'en sort pas, va repartir sur du plain SQL. Parce que sinon, on se retrouve des fois avec des dégradations de perf. Nous, on a constaté énormément sur des compteurs, des choses. C'était juste des sélections très simples, mais qui regroupaient plusieurs jointures. Et étrangement, il s'en est vraiment mal sorti. On a essayé le tuning depuis Link, et on n'a jamais obtenu ce qu'on arrivait à faire depuis soit une procédure stockée ou du SQL direct. Alors, Entity Framework repose sur un système de tracking. En fait, à partir du moment où vous rapatriez une entité dans le contexte, celle-ci est traquée. C'est une sorte de cache derrière, et ça permet en fait à Entity Framework de savoir quelles sont les entités qui ont été ajoutées ou alors qui ont été modifiées, voire supprimées. Et en fonction de ça, à partir du moment où on bosse avec Entity, c'est super simple pour faire un ajout, une modification, une suppression. On appelle une fonction qui s'appelle SafeChange, qui elle s'occupe justement de faire ces suppressions, ces ajouts, ces modifications. Donc ce système-là repose entièrement là-dessus. Donc c'est coûteux en fait de faire le tracking, mais il y a encore une petite astuce pour améliorer les perfs, c'est d'utiliser le as-no-tracking. Au moment en fait où on appelle le contexte, qu'on veut récupérer une certaine entité, si on place le as-no-tracking juste avant de faire notre requête, on indique à Entity Framework qu'on ne veut pas traquer les entités ramenées. Donc c'est assez intéressant dès lors qu'on fait du read-only, parce que parfois on fait des désélections, mais on n'est pas obligé de faire des actions dessus. Donc ça c'était un autre axe d'optimisation qu'on a beaucoup utilisé dans nos développements. Donc, les transactions, de base, chaque opération Entity Framework de changement du contexte est associée à une transaction. Donc clairement, vous pouvez faire plein d'actions sur toutes vos entités. À partir du moment où vous faites un save change, il y a une transaction qui regroupe toutes ces actions. Mais parfois on peut vouloir sauvegarder dans un contexte certaines entités et sauvegarder les autres plus loin. Donc là, on a moyen de faire des transactions aussi qui englobent plusieurs changements de contexte. Donc ils ont mis à disposition, je crois depuis la version 6, le begin transaction et l'use transaction. Et avant en fait, c'était conseillé d'utiliser le transaction scope, pardon. Alors, mais par contre, ça repose sur MSDTC. Donc MSDTC, qu'est-ce que c'est? C'est Microsoft Distributed Transaction Coordinator. En fait, les transactions de base, c'est des transactions locales quand on utilise le système au-dessus, mais à partir du moment où on passe sur le transaction scope, ça devient des transactions distribuées. Et là, on a besoin d'un service spécifique sur nos machines de prod pour pouvoir gérer ces transactions. En fait, les transactions distribuées, c'est des transactions qui ont un plus haut niveau que les transactions locales. Grosso modo, les transactions distribuées, elles peuvent faire des actions en base de données, des actions sur un filer. C'est des transactions qui regroupent plusieurs actions. Et nous, on s'est retrouvés confrontés à ça parce qu'on a été quand même obligé de mettre en place le transaction scope au moment où je faisais des actions sur plusieurs contextes de plusieurs bases de données.
Et on a dû mettre en place le MSDTC. Donc, autre petit problème. Alors, Migrations, comme je vous le disais, je l'ai utilisé la fin de l'année dernière. On est parti sur un tout nouveau projet en interne pour réaliser les entretiens des employés en 360. Et donc, on a monté un petit projet avec un collègue et on est parti sur du code first et sur Migrations parce qu'on était à deux à bosser en parallèle. Et la base de données n'arrêtait pas de bouger. Enfin, le modèle n'arrêtait pas de bouger. Et c'est une techno qui nous a permis d'être toujours à jour par rapport à la base de données. En fait, ce que ça permet de faire, c'est que dès que vous modifiez votre modèle, ça fonctionne que du code first par contre. Donc en clair, on décrit tout notre modèle à partir du code. On branche Migrations dessus, donc ça se fait avec deux commandes depuis le gestionnaire de package NuGet. Donc on lance les migrations avec enable migrations. Donc là, ça nous crée un répertoire en fait qui va contenir des classes C#, enfin, c'est pas un langage que vous utilisez, des classes qui contiennent en fait le descriptif des migrations à partir du moment où vous faites un add migrations. Chaque fois qu'on fait un migrations, il parcourt tous les modèles générés et il fait une comparaison avec l'ancien fichier et il en sort les modifications. Et donc là, ce qui était intéressant avec mon collègue, c'est qu'on bossait chacun de notre côté. Et dès qu'il y en avait un qui récupérait le projet, parce qu'on n'avait pas une base de données partagée, je ne sais plus comment ça fonctionnait. Si, justement, en fait. Et on tapait l'update database après avoir récupéré le code, et du coup, notre base de données était mise à jour directement. Alors, en bas, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne sais pas. Enfin, nous, on ne l'a pas fait en tout cas, parce que c'était un tout petit projet en interne, donc on se débrouillait un peu pour justement faire ces migrations-là à la main. Je ne sais pas si c'est possible de l'intégrer un pipeline de CI/CD, parce que quelqu'un a déjà fait ça ici. Non, je ne sais pas, peut-être que vous aurez pu répondre, c'est pour ça que j'ai posé point d'interrogation, mais j'imagine que c'est possible. Alors, les opérations type bulk. Alors, en fait, par défaut, Entity Framework ne propose pas de réels moyens pour faire des ajouts, des modifs ou des suppressions en masse. Et nous, ça nous a posé énormément de problèmes au début, parce qu'il y avait beaucoup d'opérations en masse sur le site que j'ai récupéré, et on voulait justement essayer de centraliser tout ça. Donc on était un peu perdu. En fait, il est possible du coup d'ajouter des grandes listes ou de les retirer du contexte avec le add range et remove range, mais à partir du moment où on fait un save changes, en fait, il fait n fonctions d'insert et n fonctions de delete Entity Framework, alors c'est vraiment pas top. Et là, on est parti sur une solution payante qui s'appelle Entity Framework Extensions. Je vais vous montrer là, si je peux quitter après ça. Toujours pas. Voilà. Alors en fait, c'est une licence qui est payante. Alors je ne sais pas s'il y a déjà parmi vous des gens qui ont fait des opérations de bulk sur du SQL Server. En fait, il y a un objet dans le framework qui s'appelle le SQL Bulk Copy, qui lui permet de faire des inserts massifs. On a commencé par ça au début, on est parti là-dessus pour bulker nos opérations d'insert. Mais après, on avait des modifications à faire ou des suppressions à faire, et malheureusement, le framework ne fournit pas toutes ces extensions-là par défaut. Donc, on est passé par cette extension. Et ce qui est assez impressionnant, là je crois que de toute façon le graphique parle de lui-même, pour toutes ces opérations massives, parce que nous on se retrouvait parfois à migrer des données. On a dû créer un injecteur de données d'une base vers une autre, qui tournait en fait toutes les 15 minutes et qui parfois se retrouvait à migrer 30 ou 40 000 entités, qui étaient des offres, parce que donc, je travaille dans les offres d'emploi, et avec ce genre de technologie là, et on s'est retrouvé à faire ça en quelques secondes, alors qu'avant le process prenait plusieurs minutes et créait des deadlocks. Donc il y a plusieurs features qui sont assez intéressants. Donc le bulk save change, en fait ça étend le save change de base qui est utilisé par Entity Framework pour bulker toutes les opérations qui vont trouver dedans. On peut faire de l'insert, de l'update, du delete, du merge. Alors le merge a été assez utile notamment dans mon process de migration dont je vous parlais, parce qu'on se retrouvait des fois avec des entités qui existaient déjà à l'arrivée. Donc c'était assez intéressant. Et quelque chose d'autre qui m'a vachement servi,
c'est que dans Entity Framework, à partir du moment où on veut supprimer une identité, faire un delete, en fait, on est obligé de la ramener avant. Donc, grosso modo, on est obligé de faire un select avant de faire un delete, ce qui est un peu perturbant. Et avec cette extension-là, on a moyen de le faire depuis des requêtes ou même depuis des objets, comme on voit l'exemple. Alors, on voit pas très bien par contre. Donc voilà, clairement, les prix, je crois que c'était assez correct. Hein. Je sais plus, on a pris une licence pas trop énorme, mais nous, on a vraiment gagné autour de ça. Donc là, c'est quoi de 4 développeurs, 700 $? Je pense qu'on a une 5.9. Voilà, je vais reprendre où j'en étais. Donc les bugs. Alors, et la plus grosse problématique qu'on a eue aussi, c'est la problématique du multibase. C'est-à-dire qu'en fait, à un seul contexte Entity Framework, enfin un contexte Entity Framework ne peut être lié qu'une seule base de données. Ils n'ont toujours pas mis en place la possibilité de lier un contexte à plusieurs bases. Donc grosso modo, moi j'avais 6 bases de données, je crois, différentes sur notre cluster SQL. Et donc je me retrouvais avec 6 contextes. Sauf que voilà, je suis arrivé dans un contexte où il y avait déjà de la donnée à droite, à gauche. Et donc je pouvais me retrouver avec une offre qui était aussi bien ici. Ici on peut imaginer par exemple qu'il y a des données de facturation ici. Et ici, je ne sais pas, moi, des données de candidature de client par exemple sur une offre. Et voilà, en fait, en plain SQL, on peut faire les jointures facilement. Mais en fait, avec Link, c'est totalement impossible. À partir du moment où on essaie de faire des liaisons intercontextes, Entity Framework qui ne suit pas. Donc là, énorme point noir aussi. Du coup, on s'est retrouvé à repartir sur des procédures stockées. À partir du moment où on communiquait, on faisait de la communication inter-base de données, on n'a pas pu utiliser vraiment la puissance de Link. Donc c'était assez problématique. Yannick, Oui, tu peux passer en copie d'écran, s'il te plaît? en copie. Ouais, en réplication d'écran. Ah oui, c'est vrai que du coup, toi, t'enregistres ça et je suis sur le fond noir. Alors attends, je dois avoir ça. Dupliquer le diaporama. C'est mieux? Excuse-moi. Voilà, ça c'était aussi une des grosses problématiques qu'on a rencontrées. Donc voilà, c'est tout pour Entity Framework. Et maintenant, je vais vous parler de Dapper. Donc Dapper, c'est un autre ORM qu'on nous on a utilisé là dans le cadre d'un tout nouveau projet qu'on a sorti, qu'on n'a même pas encore sorti, qui devrait sortir à la fin du mois. Hello Work Pro, qui va être un site destiné à nos clients pour voir les statistiques de leurs annonces en fait sur Hello Work. Et au travers de ce projet, on a décidé donc d'utiliser Dapper, un peu pour voir ce que ça valait, mais aussi parce qu'on en avait eu des bons échos et on avait commencé à creuser. Donc je vais vous faire le retour de mon expérience autour de Dapper. Donc Dapper, qu'est-ce que c'est? C'est un micro-ORM qui a été fait par les équipes de Stack Overflow pour le framework 3.5 et .NET Core. En fait, ils sont partis, ils n'étaient pas satisfaits des performances d'Entity Framework et du coup, ils ont créé un micro-ORM pour des raisons de performance. C'est surtout ce qu'on va retrouver, la performance en fait au travers de cet ORM, vous le verrez par la suite. Donc la première release date de 2011. Et on retrouve souvent, on parle souvent de lui comme le king des ORM sur pas mal de sites de tutos que j'ai trouvé. Donc la version actuelle c'est la 1.6, 1.66 qui est depuis avril. Et également c'est un projet open source sans doute. Donc les bases de données supportées, en fait Dapper finalement ce qu'il fait c'est qu'il étend l'interface IDB connexion du framework.NET. Et donc en fait il repose sur aucune implémentation spécifique d'une base de données. Il étend juste les objets de base du framework avec sa petite sauce que je vais vous présenter. Donc il a un système de querying qui est vraiment top. Ça repose pas du tout sur Link et bien au contraire en fait la philosophie de cette lib c'est de laisser le développeur écrire son propre SQL. Mais en lui donnant quelques petites billes quoi. Déjà les mappings c'est super intéressant, que ce soit les mappings en entrée donc des paramètres ou les mappings en sortie sont super simples à faire. On écrit des objets dynamiques qui se mappent automatiquement sur les paramètres de vos proc stocks, de vos requêtes, de vos ajouts, de vos suppressions. C'est vraiment super simple à utiliser. Donc là, on peut voir un petit exemple. Voilà, j'ai juste créé un objet dynamique qui contient une liste de strings et automatiquement, en fait, Dapper va faire le mapping au bon endroit.
c'est vraiment performant, donc j'en ai même fait une slide d'ailleurs. Il n'y a aucun système de tracking catching du côté de Dapper, enfin c'est pas entièrement vrai, il n'y a pas du catching à proprement parler comme Entity Framework qui conserve ses entités. En fait il y a un petit cache justement qui conserve un petit peu lorsqu'il a besoin, lorsqu'il connaît ses requêtes classes, il voit qu'il passe plusieurs fois dedans, il a une sorte de petit cache pour justement aller encore plus vite sur la transcription des mappings d'entrée et sortie. Mais voilà. Alors en fait, moi, c'est la chose qui m'a vraiment le plus impressionné. Là, dernièrement, lorsque j'ai utilisé Dapper, c'est que niveau perf, ça rocks énormément. C'est complètement dingue. J'ai dû trouver quelque chose là. Donc c'est quelqu'un qui a monté un test autour de... Il y a Entity Framework, je crois qu'il y a Ado.NET et Dapper. Et je crois que sa conclusion, c'était que Entity Framework était environ 3 à 10 fois plus lent donc que Dapper sur exactement le même genre de requête. Je vous laisserai consulter l'article par vous-même. Pour le bulk, c'est plus ou moins pareil que Entity Framework. Donc Dapper, il n'y a pas vraiment d'extension pour faire des opérations de masse. Donc il y a une autre solution, une fois de plus payante, qui s'appelle Dapper Plus et qui étrangement est fait par la même entreprise qui a fait les Entity Framework Extensions. Nous, on ne l'a pas pris. Actuellement, on n'en a pas eu le besoin parce que là, en fait, c'est un site où on montre des performances. Donc, grosso modo, on fait des gros selects dans nos bases de données à des endroits. Donc, on n'en a pas eu besoin. On ne fait pas vraiment d'ajout, de suppression, de modification depuis notre nouvelle application. Je ne l'ai pas testé, je n'ai pas réellement de retour à vous faire, mais il y a moyen de le faire. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, parce que finalement, pourquoi est-ce que ça ferait autre chose quand ça fait du mapping aussi bien? Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'appelle micro-ORM, parce que finalement c'est... Je sais pas si vous connaissez aussi un peu Automapper, je pense que finalement c'est un ORM qui est aussi puissant qu'Automapper pour faire les mappings. Donc voilà, on ne trouve pas de migration, pas de création de base de données depuis un modèle, pas de gestion de cache, mais clairement niveau perf on s'y retrouve. Donc moi je conclue en disant que comme tout choix technologiste, lors de la mise en place d'un projet, de toute façon ça demande une réflexion. Entity Framework c'est une grosse machine de guerre, on peut faire énormément de choses avec. Nous on s'est même retrouvé à compiler la métadonnée nous-mêmes à partir d'une autre métadonnée qui était en base de données pour afficher encore plus vite les résultats d'un tableau. On peut un peu lui tordre le cou en fait à Entity Framework. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Mais alors ce qui est bien c'est le querying avec Link, comme je le disais, des fois ça génère un peu n'importe quoi, donc c'est là qu'il faut faire attention. Mais sinon, si on est vraiment sur du REST, une API REST qui fait du crude simple et basique, qui tire tout droit, je pense que clairement c'est la solution à adopter. Et Dapper, c'est une technologie qui laisse un peu plus de place à ceux qui aiment écrire leur SQL. Et clairement, niveau perf, il n'y a pas vraiment photo, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est là-dessus que j'en conclus. Je pense qu'il faut faire un choix. De toute façon, comme d'habitude, c'est dépendant du projet sur lequel on se situe et du contexte. Voilà, je vous remercie. C'était un peu rapide, non? Je pense. Ça va. Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, pour Michel, du coup. Et du coup, mixer les deux Alors ça, c'est une bonne idée, ouais. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, ouais. De mixer finalement dans le cru de faire du Entity Framework ou utiliser justement tout ce qu'il y a autour pour faire du migrations, des choses comme ça. Le modèle est géré par Entity Framework et quand tu as besoin de performance sur tes queries, tu es d'accord. Ouais. Je sais que ça a déjà été utilisé sur... c'est Franck qui l'a utilisé sur des projets. Il fait beaucoup de delete, create, delete, identity framework, mais tout ce qui est gros select, quand il a des agrégations de données, il doit prendre du data. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Ouais, alors, ça, j'en reprends par expérience, quand on en arrive au point où on a un besoin d'optimisation, il
faut pas faire les choses à moitié, il faut revenir à du SQL directement. Ouais. Et pas trouver une... Et il existe aussi des librairies pas mal pour générer du SQL de façon voilà, par code aussi et qui supporte, qui s'interface derrière avec différents moteurs. C'est vrai qu'il faut avoir été confronté aux syndicats de ce type. Derrière, il n'y a pas de secret, on revient à du SQL parce qu'il faut savoir comment fonctionnent les moteurs derrière, savoir étudier un plan d'exécution, etc. Par contre, juste pour compléter, les extensions dont tu parlais, souvent on les utilise pour la partie bulk copy, et c'est vrai que c'est assez redoutable, tout en n'ayant pas grand chose à faire, parce que finalement on garde exactement le même code, c'est juste au moment du save qu'il faut changer, qu'il faut changer l'appel. Sachant que derrière, si ça vous intéresse, il suffit de regarder comment c'est implémenté, puisque ça s'appuie derrière sur des tables temporaires au niveau notamment SQL Server. Alors, ce que tu connais, c'est que ça fonctionne qu'avec le SQL Server. Voilà. Ça ne fonctionne pas avec tous les moteurs. Ah, d'accord. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Ah, bah, ça, je savais pas. Comme généralement, quand on a du Entity Framework, il y a de fortes chances qu'on soit avec le SQL Server. À 80%. Voilà. Mais oui, les extensions, c'est vraiment impressionnant. Dans le cadre de l'ETL dont je vous ai parlé, en fait, moi j'ai constitué une liste d'objets, mais qui était complètement une grosse grappe en fait. Il y avait des objets qui étaient imbriqués dans d'autres objets, et au final, il sait faire ça tout seul, automatiquement, il bulk toutes les insertions. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait des insertions d'objets qui ont plusieurs dépendances en Entity-Framework, franchement, c'est un peu chiant. Il faut d'abord insérer le père, ensuite les enfants et vice versa. Alors que là, en quelques lignes de commande, on a pu faire tout ce qu'on voulait faire. Alors je ne sais pas si je vous retrouverai ça, mais pour le temps que je cherche, si vous avez d'autres questions pour Michel, ça c'était vraiment... Un Rex un peu général, le choix entre Database First et Code First quand on part de zéro, c'est sûr quand tu pars d'une base de 14 ans, tu es obligé de faire du Database First. Sur un projet d'envergure, est-ce que c'est raisonnable, mieux, moins bien de faire du Code First que du Database First si on part de zéro, tu penses? Performance du modèle, évidemment. Du coup, après, c'est pas la question d'interrogation, mais déjà, à la conception, est-ce que Database First, Code First, Model First peut-être moins utilisé le Model First? Ouais, bah oui, moi j'en ai jamais fait de Model First. C'est quand même, encore une fois, je peux parler de mon expérience. Pour mettre en place en fait des gros modèles de base de données, généralement, ce que je fais, c'est que je passe d'abord par un designer. Parce que la conception, c'est beaucoup d'échanges avec différentes personnes du dev, du métier aussi. Et une fois qu'il commence à y avoir un schéma entité-relation stabilisé dans une première version, dont on sait que à 90% c'est bon, c'est de générer en fait le code SQL, d'aller générer une base, et puis de s'appuyer justement sur le reverse engineering derrière d'Entity Framework qui va créer les classes à partir de ce modèle-là. Ensuite, poubelliser tout ça et redesigner les classes individuellement, parce qu'il faut généralement de toute façon toutes les passer en revue. Mais il y a quand même un gros du travail qui a été fait, mais il faut quand même passer en revue tout ce qui est typage, etc. pour être sûr que le bon type est utilisé les bonnes règles. Et ensuite compléter ça avec du code first, et puis tous les ajouts, ensuite ça se fait directement au niveau des classes. Et pareil au niveau de tout ce qui est gestion des relations, en fonction si c'est des relations à N ou N. Entity Framework permet de faire pas mal de choses, de le gérer tout seul. Il sait même gérer des tables intermédiaires, il rajouter des noms, rajouter des champs pour les clés étrangères. Le problème de ça, c'est que la nomenclature n'est pas forcément en phase avec les normes que l'on peut avoir nous en interne. Et surtout, si on s'amuse dans un cadre de refactoring de code à déplacer du code, on peut se retrouver avec des clés étrangères NN qui n'ont plus le même nom. C'est-à-dire qu'à un moment c'était A vers B et finalement ça se transforme en B vers A, ce qui fait qu'après derrière on se cogne la tête contre le mur. On s'est retrouvé à générer des fois des schémas et donc, en fait... il y a un moment, surtout pour gérer ces aspects-là, vaut mieux finir aussi par aller dans Code First pour en gros gérer tous ces liens-là avec Code First de façon intelligente. C'est un petit peu barbare au départ. Bon, il faut trouver quelques exemples et puis finalement ça se fait assez bien. Et moi je trouve que nous, en utilisant en fait, ces trois outils, ce que tu as présenté, ces trois façons de faire, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est en fait le bon usage de ces trois méthodes et le fait qu'à chaque moment sa méthode
qui permet d'avoir un projet qui est assez fidélisé. En tout cas, nous, ça nous a bien réussi. Ouais, mais ce que tu dis, ça nous est arrivé sur 2 postes différents, on régénérait le schéma, et en fait, on n'avait pas 2 postes différents, quasi les mêmes machines avec les mêmes configurations, quoi. On se retrouvait justement, peut-être pas un verbé BVRA, mais un nom qui changeait, quoi. Parce qu'on était obligé de régénérer tout notre schéma. C'était assez chiant. C'est pas reproductible. Alors que si on avait fait du code first, je pense qu'on pour justement. Parce que là, on impose des nomenclatures. Ouais. Ou alors il existe des attributs où on peut indiquer, bon d'accord, ma variable s'appelle comme ça, mais je veux qu'au niveau de la base de données, ça s'appelle comme ça et ça bouge pas. Donc bon, il y a un petit peu de pratique quand même à avoir là-dessus. Par contre, un autre avantage aussi moi j'étais arrivé dans une équipe où il n'y avait pas énormément de compétences SQL. Donc clairement, quand on part avec une équipe qui n'a pas eu beaucoup de compétences SQL, quand même Entity Framework c'est bien, quoi. Ça aide l'équipe à aller relativement vite. Ouais. Pour se mapper, même faire des selects assez basiques. C'est vraiment quand on entre dans du bien compliqué que là, il faut partir sur du SQL brut, mais sinon on arrive à peu près à faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, il faut prendre ça en considération. Je pense là, comment se débrouille son équipe avec du SQL, quel est l'état des bases de données si on repart pas de zéro, et essayer de trouver la meilleure recette, comme le disait Michel, pour arriver à quelque chose de stable et d'opérationnel. Voilà, merci en tout cas.